Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Lundi 21 novembre, nous allons nous mettre d'accord, c'est certain, avec cette table aujourd'hui de chroniqueurs, d'éditorialistes. Éric Revel, bonjour, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, tout compte fait, tous les matins à 7h20 dans le Grand Matin. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Votre chaîne YouTube Les Indécis propose des débats politiques. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Et Clément Tougeron, bonjour, analyste politique communicant au sein du cabinet Tilder. Bonjour Valérie. Et non pas Tinder. Exactement. Tilder. Heureuse de vous retrouver. Merci à Christine Bouillot qui a été là la semaine dernière. On va parler de la Coupe du Monde au Qatar. On va parler peut-être de la présidence des LR. Est-ce que tout le monde s'en fout ? C'est la question qu'on s'est posée ce matin. Et puis bien d'autres sujets avec vous, avec notre tour de table qui nous amène des sujets qui feront évidemment débat. Clément, c'est l'actualité. On va commencer avec vous, Clément Tougeron, le coup de gueule de ce matin. Oui, tout à fait. Enfin, un coup de gueule et en même temps un coup de cœur. Vous savez, samedi, il y a eu des dizaines de manifestants partout en France, et notamment à Paris, à l'initiative de l'organisation Nous Toutes, qui est une organisation féministe, pour mettre en avant le droit des femmes et surtout pour parler de l'invisibilisation de certains sujets. Il rappelait que chaque année, 200 000 femmes sont déclarées victimes de violences conjugales, 80% des plaintes pour viol sont classées sans suite, 85% des victimes de féminicide avaient alerté la police. Ouais. Et donc finalement, elles disent que trop peu d'agresseurs sont condamnés. Et progressivement, elles sont 5 ans après MeToo, elles appellent à une réaction des pouvoirs publics. Elles demandent non plus 1 milliard, mais 2 milliards, notamment pour juger et attaquer tous les sujets qui peuvent faire écho aux violences faites aux femmes au sein du couple, mais aussi un budget qui va pouvoir augmenter la réception de la parole des victimes dans les hôpitaux, pour la police, chez les magistrats et les professeurs. Et donc finalement, c'est un ensemble de mesures qu'elle propose. Et moi, le coup de gueule, il est plutôt sur une situation qui s'est passée, qui s'était déjà passé l'année dernière en 2021, où le collectif Némésis, qui est un collectif d'ultra-droite qui avait perturbé la manifestation, et bien là, ils ont fait exactement la même chose en brandissant des pancartes extrêmement violente, où on voyait une trentaine de femmes en burqa qui disaient « mon Coran, ma loi ». Et finalement, elles voulaient dénoncer le fait que lorsqu'on venait avec des propos islamistes, on n'était pas refoulé de la manifestation parce que personne ne les a mises dehors. Ouais. Bien finalement, en effet, qu'on les mette dehors ou non, je ne crois pas que ça soit vraiment le sujet, parce que vous avez tous fait des manifestations, on voit des pancartes différentes, curieuses, etc. Et pourtant, ce n'est pas le travail d'un manifestant de les mettre dehors. Et puis en même temps, je crois que ça fourvoie le message. Et je trouve ça un peu problématique, là où le sujet est extrêmement grave. Mais est-ce qu'il faut en parler, justement ? Je veux dire, est-ce que ces 50 femmes, ou je ne sais pas, ces quelques manifestantes qui sont venues comme ça avec des pancartes qui étaient un peu décalées, ou voire même un peu scandaleuses, vous leur donnez de la visibilité en parlant. Alors, j'en donne de la visibilité en parlant. Quand on regarde aussi les réactions le samedi, beaucoup ont parlé de cet événement plutôt que des violences faites aux femmes, et c'est ça que je préfère dénoncer. Alex, et puis en plus, on parle bien des Black Blocs. Quand ils viennent dans les manifestations et qu'ils viennent casser les vitres, on en parle aussi pour dénoncer le fait qu'ils viennent pourrir des manifestations. Après, effectivement, en parler, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'elles n'étaient pas nombreuses. Mais moi, je comprends qu'on retienne, qu'on partage sur les réseaux sociaux et qu'on dise que c'est bien pourrir des manifestations autour d'un sujet qui est bien précis ici, qui sont les violences faites aux femmes. Quelque chose qui est important, vous l'avez dit en substance, mais c'est seulement 0,5% des violeurs qui sont condamnés. Exactement. Après une plainte, c'est quand même scandaleux. Enfin, il faut quand même donner les chiffres et dire que c'est pas normal et essayer de faire quelque chose pour améliorer. C'est la réponse à tous ceux qui disent mais pourquoi elle n'a pas porté plainte ? Et puis je vais vous dire autre chose, porter plainte, c'est compliqué aujourd'hui en France pour ce genre d'actes répréhensibles comme les violences faites aux femmes, parce que porter plainte, vous devez aller toute seule. Alors il y a un amendement qui a été voté la semaine dernière où vous allez pouvoir être accompagné d'un avocat maintenant pour aller porter plainte, et ça change beaucoup de choses. Bravo à ceux qui l'ont voté, parce que quand vous êtes une femme, vous voulez aller porter plainte au commissariat, ça commence dehors, sur le trottoir du commissariat, où vous devez sonner à la porte et expliquer pourquoi vous venez porter plainte. C'est pas facile aux yeux de tout le monde peut vous entendre à l'intérieur. Donc il y a encore un vrai travail de pédagogie et d'information à faire auprès du public. Oui.
Bon, on va passer peut-être à votre coup de cœur ou coup de gueule ou constat, Frédéric Dabi. On est à la veille de l'ouverture du Congrès des maires et plus que jamais, il y a une sorte de blues des maires. C'est un paradoxe, parce que c'est l'acteur politique préféré des Français. On a encore publié une enquête vendredi pour Astérès et les rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, où quand on demande aux Français qui est le mieux à même de préparer l'avenir de la France et des Français, s'agissant des élus, les maires devancent très nettement les élus nationaux, voire la présidence de la République. Mais clairement, plus que jamais, il y a une usure, une fatigue, voire un épuisement des maires. Il y aura beaucoup d'enquêtes, je pense, cette semaine. Je note une enquête qui n'est pas de l'IFOP, qui a fait l'Observatoire de la démocratie et du CEVIPOF, 5000 maires qui ont répondu à une consultation. Bien sûr, il y a la question conjoncturelle des tensions sur le prix de l'énergie qui inquiète. Ça change complètement la donne budgétaire des maires qui sont déjà en proie ou à la baisse des dotations de l'État, mais il y a de plus en plus, et je l'ai vu de visu il y a 15 jours, où j'ai fait une intervention devant tous les maires de Saône-et-Loire, un département qui est représentatif du pays, une tension démocratique. Une enquête IFOP il y a 3 ans, où on interrogeait les maires sur qu'est-ce qui était le plus dur pour eux. Ils n'avaient pas cité la baisse des dotations, ils n'avaient pas cité la complexité du travail ou la charge, ils avaient cité le niveau d'exigence jamais observé de leurs concitoyens. On dit que le maire est à portée d'engueulade, de baffe, parfois, et clairement la baffe est là parce qu'il y a un vrai niveau d'exigence, et souvent la violence apparaît comme un débouché chez beaucoup de Français dans leur relation avec leur maire. Les chiffres du sondage de la consultation du CEVIPOF, 63% des maires déclarent être victimes d'incivilité, 37% ont déjà subi des injures, 15% du harcèlement moral, et là il y a un nouveau vecteur, les réseaux sociaux, où le maire peut se faire, parce que les maires ont maintenant tous un compte Twitter, 39% des menaces verbales et 6%, alors 6% c'est rien, mais d'agression. 6% dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de maires, et ça explique en filigrane une donnée que l'IFOP va publier en milieu de semaine pour Elio, où on a une majorité des maires qui aujourd'hui a mi-mandat, puisque le mi-mandat c'est en mars et juin prochain, comme les municipales avaient été disjointes en 2020, un maire sur 2, une majorité, déclare aujourd'hui ne pas vouloir se représenter en 2026. C'est un score qui n'a jamais été observé. Ouais. Eric, ça vous... Ça conforte l'idée que j'ai du dévoiement, d'une certaine manière, du débat démocratique en France. C'est-à-dire que, oui, les maires, ils sont à portée de baffe. C'est sans doute... Alors souvent, les gens vous disent c'est le plus beau mandat, parce que c'est le mandat... les maires le reconnaissent eux-mêmes encore aujourd'hui, dans l'enquête. Dans lequel vous avez l'impression de faire avancer les choses, mais en même temps, ce sont les plus exposés. Et en fait, il n'y a pas de raison que la dégradation de la société française ne se traduise pas par des violences faites aux élus, puisque nous sommes tous dans le même bain, et d'une certaine manière, alors c'est évidemment choquant, mais ça ne m'étonne pas du tout, puisque en fait, la dégradation de la société française, elle touche jusque y compris les élus, les maires et les conseillers départementaux et d'autres. Bon, il y a déjà une crise des vocations souvent dans les petites communes où on a du mal à trouver quelqu'un pour assumer les responsabilités à la mairie. Ça ne va pas arranger les choses, non, Frédéric? Oui, non, je partage complètement. La violence, elle est dans la société. Je vais vous citer l'exemple de Danny Foster, que les auditeurs de Sud Radio connaissent, qui vient régulièrement parler des maisons de retraite, des EHPAD. Il était invité la semaine dernière sur le plateau de Cyril Hanouna pour défendre, lui, la non-réintégration des soignants soignants non vaccinés. Face à lui, il y avait une infirmière qui, elle, prônait la réintégration, etc., etc. Et il se trouve qu'on échange de temps en temps. Il a reçu des menaces de mort. Son EHPAD a été lapidé, c'est-à-dire que des gens sont venus lancer des pierres sur son EHPAD. Il fait une émission de télévision. Ça dit quand même quelque chose de l'époque. Quand on parle de cette violence, vous imaginez le maire, là, lui, il fait une émission de télé, il se retrouve 5 jours après, toujours menacé, parce qu'il a défendu un point de vue qui ne correspond pas à celui qui ne correspond pas, à ce que pensent certains. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, le maire, c'est un acteur politique spécial. C'est celui qui, aujourd'hui, peut matérialiser la promesse du politique. Les Français, dans leur rapport au politique, c'est un rapport de transformation. C'est je vote pour vous, je vous donne ma voix, mais vous, en contrepartie, vous changez la vie, vous transformez le quotidien. Et c'est vrai que concrètement,
on peut tous autour de cette table citer des choses concrètes qui ont été faites par l'équipe municipale de sa ville, ce qui montre très fortement les attentes dans un contexte où les élus nationaux sont beaucoup moins sur le terrain que les députés enracinés du passé. Allez, c'est l'heure d'une petite pause de pub, 9h13 sur Sud Radio, et on se retrouve dans un instant. On va parler d'Iseult, vous savez, la chanteuse Iseult qui est devenue ambassadrice de la francophonie. Marraine. Non, ambassadrice. C'est encore mieux, ambassadrice. C'est impressionnant. Je crois que ça vous a interpellé, Eric Revel. À tout de suite. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, on va parler du Qatar, on va parler des LR, et puis on va parler d'Iseult, ambassadrice, la chanteuse ambassadrice de la francophonie. Ça a été annoncé ce week-end par Emmanuel Macron. Un mot sur les LR, et Alex Darmon, je sais pas, il y a des trucs à en dire ou pas? Sur les LR, aussi, il y en a plein, il y a plein de choses à dire, si vous voulez. Non, alors c'est pas ça votre coup de gueule, parce que je vois j'en ai beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Vous voulez faire quoi? Je vous laisse libre de faire ce que vous vouliez dire. Non, mais on parlait de la Coupe du Monde, si vous voulez. Alors on va parler d'Iseult alors d'abord. Alors Eric, c'est votre coup de gueule. Ouais. Écoutez, le personnage, moi je la connais pas. Enfin, j'ai vu que c'était une chanteuse. En fait, ce qui me sidère, c'est la provocation permanente d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que quand vous nommez quelqu'un comme pour être ambassadeur, ambassadrice, marraine de la francophonie, c'est depuis 50 ans, 88 pays qui ont en partage le français, qui ont en partage les valeurs de la France ou de la francophonie. À l'époque, pardon de rappeler ça, Madame Iseult, mais par exemple la Tunisie, qui a été sous protectorat français, vous voyez, est fondatrice de la francophonie à l'époque de Bourguiba. Donc la francophonie, ce sont des valeurs, c'est un socle culturel, puis c'est un socle aussi économique, la francophonie, c'est aussi du business. Ce que je veux dire par là, c'est que nommer quelqu'un qui ne supporte pas les valeurs françaises, qui déconstruit l'histoire coloniale, comme si, encore une fois, on pouvait, d'un revers de main uchronique, refaire l'histoire à satiété. Je trouve que c'est en total décalage. Moi, je ne connais pas cette chanteuse. J'ai jamais acheté un de ses CD ou l'écouter sur Spotify. C'est même pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter de déconstruire toutes les situations. Cette dame, ou si ça avait été un monsieur, j'aurais dit la même chose. En plus, je crois qu'elle fait des tweets en anglais, donc la francophonie, elle la défend pas beaucoup. Mais il faut quand même qu'elle soit en adéquation avec le sujet qu'elle va traiter ou le sujet pour lequel elle va être ambassadrice ou marraine. Et là, on se demande pourquoi elle, quoi. Il y avait des tas de gens, il y avait, je sais pas, plein de gens. Ne serait-ce que sur la francophonie, vous pouviez avoir Grand Corps Malade, vous pouviez jouer avec les mots, vous pouviez avoir. Non mais voyez, on parlait tout à l'heure de l'extrême droite et des agissements de ce que certains appellent l'extrême droite. Mais là, on parle pas d'extrême gauche. Non. Or, quelqu'un comme Iseult, pour moi, appartient à l'extrême gauche. Écoutez, je le dis tranquillement. Vous allez le voir, rapport, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Oui, parce que qu'elle soit d'extrême gauche, ça l'empêche pas d'être ambassadrice de la par francophonie. Définition, de la francophonie. L'extrême gauche n'est pas contre la francophonie. Quels sont les gens qui s'inscrivent dans le mouvement wokiste, décolonisateur? Vous avez beaucoup de gens d'extrême droite ou de droite nationale? Non, pas tellement. Pas tellement. Alors, juste, on va écouter quand même ce qu'elle disait lors d'une interview sur France 5. C'était dans l'émission C'est à vous. Et j'ai l'impression que nous, les personnes faisant partie des minorités ou des personnes racisées, etc., on est dans un délire de on doit quelque chose à la France. Mais qu'est-ce qu'on doit en fait? Qu'est-ce qu'on doit? Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas ce qu'on nous a pris ou ce qu'on a pris à nous. Bon, il y a ça, et puis... Attendez, moi je vais réagir tout de suite. Moi j'ai parlé de sa race, j'ai parlé de son aspect, pas du tout. C'est pas mon sujet. Qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune, c'est pas mon sujet. Je dis simplement que la francophonie, c'est quelque chose de sérieux. On sait que la langue française est en danger, même si démographiquement, une partie de l'Afrique qui parle français va connaître un accroissement démographique. Mais pardonnez-moi, c'est pas un problème de race. Vous voyez, tout de suite, on vous envoie. Mais en fait, je vais être critiqué parce que je suis noir. Mais pas du tout, chère madame. Je vous critique parce que vous allez représenter la francophonie et que vous êtes sur des valeurs qui ne sont pas celles de la francophonie, et notamment de la France qui a fondé
c'est la francophonie. Alors, juste citer un de ses derniers tweets, c'est I'm gonna release a new EP, l'Olympia on fire last night. Ça date du 27/10/2022. Hein. Donc, je comprends ce que vous dites, hein, Eric. Je le comprends complètement. C'est vrai qu'il y avait plein de beaux profils aussi à valoriser. Soprano, il y avait plein de beaux profils, mais plus que sur, les propos qu'elle tient, honnêtement, que vous venez de montrer, sont un peu en plus coupés, mais ils sont quand même scandaleux. Franchement, des propos comme ça, qu'est-ce qu'on doit à la France? Si on est français, tout le monde doit quelque chose à la France. Évidemment. Il y a même pas de débat. Je veux dire, moi, mes parents, ils sont arrivés, c'était pas français, et ils m'ont élevé dans cette culture-là. J'en suis très heureux, et ils savent ce qu'ils doivent à la France. Donc pour moi, il y a même pas de débat. En revanche, le vrai problème pour moi, c'est que c'est une personne, à mon avis, et c'est pas un gros mot de le dire, qui est en burn-out complet. Et parce qu'elle s'est arrêtée, elle a mis fin à sa tournée, elle annule son Olympia, elle dit qu'elle a un problème d'entourage, et on nomme cette personne pour être ambassadrice de la francophonie. Pour moi, le problème, il est vraiment là de la part d'Emmanuel Macron. Il n'est pas tant sur le fait que ça soit Iseul, qui soit une chanteuse, qui tweet en anglais. Franchement, elle fait ce qu'elle veut. Et qui s'assoit sur les valeurs de la France et de la francophonie. Pourquoi je dis qu'elle s'assoit sur les valeurs de la francophonie mais parce et que de la France? Parce qu'elle tweet en anglais. Mais attendez, c'est pas pour moi, je parle pas de ça seulement. Moi, j'ignorais qu'elle tweetait en anglais, mais ça, c'est une cerise sur le gâteau. Je parle pas de ça seulement. Je parle du fait qu'on nomme quelqu'un pour représenter la francophonie au nom de la France. Elle a quitté la France. Elle a quitté la France. Elle vit en Belgique parce qu'elle est dans un pays francophone. C'est déjà pas si, enfin en partie francophone. Mais ce que je veux dire, c'est comment défendre la francophonie et défendre la France quand vous expliquez que vous ne devez rien à la France et que les valeurs de la France ne vous intéressent pas et qu'elles sont même pires. Elle a quitté parce que la France, elle n'assume pas le passé colonial de la France. Alors, elle assume la Belgique. On est exactement sur le sujet. Moi, j'entends qu'on puisse critiquer ses prises de position et qu'on ne soit pas d'accord sur ses prises de position. Il n'y a aucun sujet. En revanche, vous l'avez dit, il y a une perte de vitesse de la francophonie. On est la 5e langue la plus parlée au monde. Il y a 320 millions de personnes qui le parlent. De moins en moins l'adoptent parce qu'ils croient dans les valeurs de la France, mais parce que, vous l'avez dit, il y a eu un accroissement de la population. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas nommée ambassadrice, elle ne va pas être rémunérée. Non. Elle est marraine de l'édition prochain du sommet de la francophonie. Parce que elle parle à une partie de la population qui ne se sent pas reconnue dans le français. Il faut aussi admettre qu'il y a une partie des personnes qui parlent français qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs. Et si cette personne peut parler à ces personnes-là, peut faire comprendre que ils se sentent reconnus dans la représentation que cette personne peut avoir. Je suis désolé, c'est plutôt pas mal. Après, qu'elle ait des positions polémiques, ça, j'en suis complètement d'accord avec vous. Et ce qu'elle a dit, je ne partage pas ses propos. Mais on ne peut pas juste dire, pour représenter la francophonie, il faut avoir 70 ans, être académicien. Je vous ai cité Soprano, je vous ai cité Grand Corps Malade. Il y avait un millier de jeunes chanteurs. Sur Grand Corps Malade, on aurait aussi trouvé une polémique pour dire il aurait été plus comme ci, comme ça, je sais pas quoi. Donc voilà, faut pas non plus toujours. Non, je pense pas non plus. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Elle va pas être active, elle va être marraine. Donc c'est-à-dire il y a une dimension symbolique forte. Et c'est vrai que quand on a un tel discours victimaire, c'est vrai aussi que c'est coupé. Peut-être qu'on n'a pas eu de discours en tant que tel. Peut-être que dans l'entretien, il s'est beaucoup plus nuancé et contrebalancé. Mais moi, ces propos me gênent parce que ça assigne à résidence. Je reprends votre idée. Elle peut donner une influence positive à des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs hexagonales. Mais quand on a un tel discours victimaire, c'est-à-dire qu'on assigne à résidence toute personne parce qu'elle est d'une couleur à un statut de victime, c'est un vrai problème et c'est complètement en rupture avec le message universaliste que la France essaye de porter, même si tout n'est pas parfait. Moi, à titre personnel, je suis plutôt choqué par cette... choqué. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Mais vous voyez, pendant des années, en fait, on a accepté, sans rien dire, cette culpabilisation qui reposait sur nos têtes. C'est-à-dire, vous avez colonisé des pays, vous, les Français, les Blancs. Donc, au nom de ça, en fait, pendant des années, des siècles, on va continuer à vous faire peser sur la tête le poids de cette histoire. Mais pardon, la colonisation a été pour beaucoup de pays un désastre, et pour d'autres, elle a apporté des choses. Mais plus le temps passe,
plus cette victimisation ne fonctionne plus. Et je dirais même que dans le débat politique, on ne se laisse plus, enfin en tout cas moi, je ne me laisse plus prendre au piège de vous êtes responsables et vous êtes tous des coupables, quelle que soit la génération, parce que dans votre histoire il y a eu ça ou il y a eu ça. Vous savez, ce qui se passe aux États-Unis devrait nous faire réfléchir. Le wokisme a atteint un tel niveau dans les universités américaines que maintenant, et je parle en connaissance de cause, les étudiants ou les étudiantes de grandes universités américaines n'osent même plus formuler la moindre virgule, le moindre point-virgule, parce que on va interpréter leurs propos et parce qu'ils vont être stigmatisés. En fait, ce qui est incroyable, c'est que ce ne sont plus les minorités qui sont stigmatisées en réalité avec cette inversion des valeurs. C'est la majorité qui est stigmatisée. Et quand la majorité qui fait encore l'opinion est stigmatisée, alors le débat démocratique flanche. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Alex, non mais c'est vrai, ce que vous dites c'est vrai sur les États-Unis. Effectivement, il y a une enquête qui était très intéressante que je lisais la semaine dernière, et c'est vrai ce que vous dites. Mais après, la vérité c'est qu'il faut de la nuance aussi, comme dans tout. Et là, il faut de la nuance sur cette histoire-là aussi. Je veux dire, le wokisme, pour parler d'Iseult, qui est nommée ambassadrice de la francophonie. Je vais vous dire honnêtement, je me suis levé ce matin, je m'en foutais, je vais repartir tout à l'heure. Non mais moi aussi. Non mais donc je sais même pas qui. Je savais qui était le roman. Donnez-moi un ambassadeur. Je savais, mais Iseult, pardonnez-moi. Moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas. Mais donnez-moi un ambassadeur ou une ambassadrice qui a fait changer les choses avant. Non, mais je suis d'accord. C'est un symbole. Non, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Non, mais c'est surtout sans doute. Pourquoi Emmanuel Macron, vous avez écouté dans un pays fracturé comme le nôtre, pourquoi fait-il ça, Emmanuel Macron? Peut-être pour rassembler, comme il l'a fait. Rassembler. Non, mais attendez, je dis pas qu'il a raison, je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais comme il l'a fait, vous savez, il fait souvent le en même temps, Emmanuel Macron, on le sait, le grand écart. Comme il l'a fait à l'Éducation nationale, où il nomme Jean-Michel Blanquer, qui est quelqu'un de très conservateur pendant 5 ans, qui laisse et après qui est quand même complètement son inverse complet. Bon bah voilà, il veut rassembler, il veut dire je donne un petit peu à tout le monde, mais honnêtement je sais même pas s'il s'y intéresse. Vous voulez la vérité, je ne sais même pas s'il s'y intéressait, s'il l'a pas découvert 3 jours avant, qu'on allait nommer cette chanteuse comme ambassadrice de la francophonie. Vous nommez quand même quelqu'un qui vous crache à la figure. Non mais, attendez, là vous retenez ces propos depuis tout à l'heure autour de la table, vous dites tous je ne sais pas qui c'est. Si, moi je sais qui c'est. Est-ce que vous écoutez ces chansons? Est-ce que vous écoutez ces chansons? Mais c'est le sujet. C'est ça dont on parle. Le sujet, il est là justement. Est-ce que vous avez vu la pauvreté des textes, l'indigence de ce qui est écrit? Enfin, on parle de sauver la langue française avec quelqu'un qui. Je suis désolé, mais quand par exemple, quand on voit que l'une des chanteuses françaises les plus connues au monde, c'est Nakamura, on fait quoi? Du coup, on l'occulte. Oui, mais les textes sont pas pauvres. Elle n'est pas ambassadrice. Mais elle n'est pas ambassadrice, mais c'est pareil. Mais alors, c'est quoi, on nivelle par le bas? Les gens écoutent ce qu'elle chante. Donc, on nivelle par le bas. Et donc, on entend ce qu'elle dit, on entend le français par sa voix. Et ben, je suis désolé, oui, en effet, c'est normal d'un moment de se dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec elle? Bon. On clôt ce débat, on ne s'est pas mis d'accord, mais on va se mettre d'accord peut-être sur la Coupe du Monde au Qatar. À tout de suite. Valérie Expert. Et on va essayer de se mettre d'accord avec Éric Revel, Alex Darmon, Frédéric Dabi et Clément Tougeron. Stéphane me dit Iseult, 9 ans de carrière, un seul album vendu à 4000 exemplaires, un égo surdimensionné, une notoriété acquise par sa pleurnicherie communautaire, évadée fiscale belge, et c'est elle que le service public audiovisuel choisit pour composer le jury de l'Eurovision. Je ne savais pas ça, de l'Eurovision France, voilà. En même temps, 4500 disques écoulés, elle n'a pas besoin d'aller en Belgique pour alléger sa fiscalité. Elle n'a pas dû toucher beaucoup. Hein. Bon, parlons de la Coupe du Monde au Qatar, qui a commencé hier. Alors, vous qui êtes quel bonheur. Mais moi, le lundi, vous ne me mettez pas d'accord comme ça. Hein. Voilà. Vous m'invitez le mardi ou le mercredi. On pourra faire la météo après, s'il vous plaît. Non, mais la Coupe du Monde au Qatar. Je vais commencer par un coup de cœur, qui est un documentaire que TF1 hier soir a diffusé sur l'équipe de France de football Renaissance de Grégoire Margoton. Qui est formidable et qui au moins met un peu de baume au cœur quand vous regardez ce documentaire. Et puis ça vous montre aussi qu'en fait le football est un miroir de la société, mais vraiment, on a souvent tendance à le dire, mais quand vous voyez ce documentaire qui part de 2012, environ 2010, à la fin de l'Afrique du Sud et de la grève des joueurs, la fameuse grève des joueurs, et qui arrive jusqu'en 2022 à l'aube de cette Coupe du Monde, vous vous dites que finalement vous avez vu 10 ans en 2 heures au travers du regard des footballeurs, mais que ça aurait pu être des Français qui ne jouent pas au football. Et quand vous voyez le
début de cette Coupe du Monde hier au Qatar, qui a commencé depuis samedi pour moi, et la prise de parole du président de la FIFA qui est complètement lunaire, cette prise de parole. Franchement, on aurait préféré qu'il se taise. Vous vous dites, bon bah voilà, il y a un mois de compétition qui arrive, personne ne rentre vraiment dedans. Quand vous voyez hier l'ouverture de la Coupe du Monde par les Qataris avec 8 stades qui se situent à 50 km à la ronde, les 8 stades qui font tous 40 000 places, qui ont été un peu uniformisés, enfin il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Première fois qu'une équipe, alors ça c'est sportif mais c'est quand même intéressant, qu'une équipe qui accueille la Coupe du Monde perd son match d'ouverture. Est-ce que vraiment, là pour le coup, il faut se poser la question pour pas faire l'erreur à l'avenir, est-ce que vraiment le Qatar était le bon pays pour accueillir la Coupe du Monde? Vous avez regardé les compléments d'enquête, vous avez vu la façon dont les choses se sont faites. Les États-Unis étaient normalement les favoris et puis d'un seul coup il y a eu un retournement de situation et comme par hasard au même moment le PSG a été racheté par le Qatar. Enfin, oui, mais les États-Unis l'auront dans 4 ans, donc bon, bien sûr, ça aurait été peut-être bien qu'il laisse cette année. Le PSG, je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc je ne peux pas vous dire c'est honteux ce qu'ils ont fait, qu'on leur a vendu le Paris Saint-Germain. Bien évidemment qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre sur cette attribution à la Coupe du Monde de football, et on le sait. Maintenant, regardons le présent. Regardons ce qui se passe là-bas. Regardons le fait que ça ne marche pas, que dans les tribunes, les supporters du pays du Qatar s'en vont au bout de 70 minutes de jeu parce que ça fait 2-0 contre leur équipe nationale et qu'ils n'aiment pas le football et que pour eux, c'est simplement un moyen de faire du soft power. Regardons que, effectivement, il y a eu des morts, que hier, le stade, quand il s'est inauguré, on met la climatisation pendant tout le match alors qu'on sort de la COP27. Regardons tout cela et disons-nous vraiment, c'est un échec. C'est un échec. Et on voit, et on pourra aborder cet aspect-là aussi, l'aspect politique, où on voit comme le gouvernement, les gouvernants sont assez voilà, ça les gêne aux entournures. C'est-à-dire que Gérald Darmanin y va, mais pour voir les forces sur place, les forces de police sur place. Emmanuel Macron qui dit qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Enfin, c'est une langue de bois terrible. Clément Tougeron. Alex a tout à fait raison sur tous ces sujets-là. C'est dramatique. Et quand vous dites regardons maintenant et qu'est-ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'en plus on n'apprend même pas de nos erreurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, l'Asie a attribué les Jeux d'hiver d'Asie à l'Arabie Saoudite. Ce qui est quand même invraisemblable, qui va être à peu près organisé dans les mêmes conditions, parce qu'il faut tout faire. Donc un désastre écologique qui ont des conditions des droits de l'homme absolument calamiteuse aussi, et donc on va être dans une situation qui est parallèle et peu ou prou la même, alors même que on était en train de dénoncer au même moment la situation au Qatar, et que voilà, en même temps il y a 10 ans ça avait dérangé personne d'attribuer au Qatar alors qu'on savait très bien comment ça allait se dérouler. C'est un peu facile aujourd'hui de dire c'est pas bien. Aujourd'hui voilà, c'est facile de dire Éric Revel. Bon chers amis, je vais mettre un coup de clim, c'est-à-dire un coup de froid. Je vais vous dire, vous trouvez ça formidable. J'en ai un peu marre d'entendre ce discours-là sur le Qatar. D'abord parce que ça fait 10 ans, 12 ans que vous êtes rémunéré par le Qatar. Alors voilà, en général, c'est ce qu'on vous dit ensuite. On vous dit, vous êtes rémunéré par le Qatar. Bah non. Non, je vais vous dire pourquoi j'en ai marre. Parce qu'en fait, on baigne dans une hypocrisie occidentale classique, grand classique. D'abord, il faut s'interroger. Si des pays comme le Qatar ou Moyen-Orient n'ont pas le droit, sauf corruption, admettons, d'accueillir une Coupe du Monde ou un événement sportif majeur, je vais vous dire, chers amis de gauche, il faut admettre que ce sera pour le foot que l'Amérique du Sud ou que l'Europe qui accueilleront, parce qu'en réalité, les États-Unis s'en tapent. C'est pas le sport roi aux États-Unis, le soccer. Bon, donc en fait, la Coupe du Monde de 94, il y avait une vraie ferveur populaire. D'accord, mais c'est pas une tradition, c'est pas une culture américaine, le soccer. Bon, donc là, je pousse un peu le bouchon un peu loin. Donc en fait, il faut admettre que ce sera juste l'Amérique du Sud, Uruguay, Brésil, Argentine, ou l'Europe qui pourront organiser ce genre d'événement, parce que les autres, ils n'y ont pas le droit, ils n'ont pas la culture footballistique. Quand j'entends les spécialistes de foot qui penchent plutôt à gauche. Puis je vais rajouter quelque chose. Mais arrête de dire à gauche, à droite. Si, mais moi je Thierry Roland était de droite. Mais moi je le dis. Mais ça n'a pas de sens, mon cher Eric. Non, mais ça n'a pas de sens de politiser. Mais ça n'a pas de sens de politiser. Mais vous avez raison, mon cher Frédéric. Quand Emmanuel Macron dit c'est un événement qui ne devrait pas être politisé, la Coupe du Monde. Mais, cher Monsieur le Président de la République, tous les événements sportifs sont des événements politiques ou géopolitiques. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi l'hypocrisie est totale. Parce que le Qatar, depuis, je crois, 5 ans, et pour encore 4 à 5 ans, ça s'appelle le plan Qatar 2030. Il aura investi 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, dont 10 milliards pour construire, 7 stades sur les 8, parce qu'il y en a un qui existait. Mais vous entendez en Occident, par exemple, en France ou ailleurs, des grands groupes,
du BTP, qui ont fait du chiffre d'affaires, qui ont fait du profit, qui ont construit ces stades, qui ont construit ces lignes de métro, qui ont construit ces aéroports, qui ont construit ces hôtels, vous dire on va rendre nos profits au bénéfice des associations qui défendent les travailleurs qui sont morts. Moi, j'entends ce que tu... L'hypocrisie est totale, mon cher Frédéric. Non, mais c'est pas une question d'hypocrisie. Premièrement, les instances du foot international, c'est vrai, n'en ont absolument rien à faire de la situation politique d'un pays. On a donné la Coupe du Monde. On va prendre un Argentine, Videla, 78, Videla, la Russie en 2018. On sait, je vais finir une phrase, mon cher. On sait que Videla, c'est vraiment la Françoise de Goua des vraies voix. Je peux dire, mais côté droit, si je puis dire, puisqu'elle aime bien parler. Voilà, droite-gauche. Et j'embrasse très fort mon amie Françoise. C'est vrai que on sait très bien maintenant qu'en 78, pendant cette Coupe du Monde, sous Videla, sous Galtieri, on torturait, on tuait. C'est vrai aussi qu'on a une opinion publique, c'était une enquête, notre 200e balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, qui, pour l'instant, ne montre pas la moindre inclination pour cette Coupe du Monde. 52%. Est-ce qu'on est... Oui, alors j'ai vu un sondage chez un de vos confrères ce matin. Je suis plus de celui pour Sud Radio. On va citer, mais qui plus de la moitié des Français veulent boycotter. Alors, voilà, c'était une question. Est-ce que je crois que le IFOP, c'est 52%. Est-ce que quand on répond à cette question, cher ami sondeur, Frédéric Dabi, on n'a pas tendance à dire oui, bien sûr, je vais boycotter, mais ils seront tous faisons de la pédagogie avec la pizza et la bière devant le match de l'équipe de France demain. On verra les audiences. C'est vrai que si l'équipe de France passe au premier tour, passe les huitièmes, la magie va prendre et on va les cafés seront pleins. C'est vrai aussi que quand on pose ce type de questions, il y a une certaine indifférence et la réponse va pas être une réponse, je dirais, forte, fervente. Structurée. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même des chiffres qui sont extrêmement par rapport à d'autres coupes du monde. Par rapport à d'autres coupes du monde, par rapport à celle de Russie où c'était 4 ans après l'annexion de la Crimée, déjà des tensions avec l'Ukraine. C'est vrai que oui, il y a quelque chose d'anachronique, il y a quelque chose de l'erreur d'avoir donné cette Coupe du Monde au Qatar. Elle a lieu. C'est fait, c'est vrai que des supporters quittent le stade, on sait que même dans des pays fans de foot, c'est même pas à cause du score qu'ils ont quitté le stade, mon cher Alex. Vous savez pourquoi ? Je vais vous le dire, parce que je l'ai écouté hier, les explications quasi officielles d'une chaîne qui... Non, pas du tout, pas qatari, française, qui expliquait avec un de ses envoyés spéciaux. Non, c'est parce qu'en fait, il y a un tel niveau de clim que vous recevez de la clim au niveau... Non, mais je vous explique. Non, mais je vous explique, c'est pas à cause du score, l'Équateur qui mène 2-0 à la mi-temps. C'est que vous avez de la clim au pied, puis au-dessus vous avez un rang. Et la clim du pied, elle vous arrive dans la nuque. Et en fait, il paraît qu'il fait tellement froid que les gens se barrent, du stade. C'est une explication technique. Vous n'oublierez pas de décaler vos machines à laver. Oui, je décale, je baisse et j'éteins. Et de couper le robinet d'eau. C'est 61% dans l'enquête Sud Radio. 61% pour boycott par la France. J'aimerais juste répondre à Eric. Alex Darmon. C'est pas de droite ou de gauche. La question, elle est pas là. Mais moi, ça me gêne pas. Je vous dis pas. Moi, j'assume. Assumez d'être de gauche. Moi, ça me gêne pas. Au-delà de ça. Non, mais le sondeur, c'est différent. Vous, c'est notre perception. Françoise, taisez-vous. La question n'est pas politique. La question, moi, je suis pas. Appelez-moi François. Il faut remettre en question le fait qu'on a attribué la Coupe du Monde il y a 10 ans au Qatar. C'est pas ce que je vous dis dans mes propos. Je vous dis, on a donné cette Coupe du Monde. Donc, assumons. Voilà. Non, mais ça montre une chose. Ça montre que ça se prépare, qu'il faut être expérimentant. On parlait de l'équipe de la France lors de la Ligue des Champions qui n'était pas préparée à accueillir les supporters, c'est pareil. Là, peut-être pas en termes de sécurité, mais en tout cas en termes d'organisation. Ce que je vous dis, c'est regardons ce qui se passe. Je vais vous rejoindre. Je vais vous rejoindre sur un point. On peut faire plus tard. Je vais vous rejoindre sur un point qui fait que évidemment cette Coupe du Monde ne pourra pas être comme les autres, quel que soit l'engouement, etc. C'est que la période. Vous savez, psychologiquement, en fait, on est préparé depuis que la Coupe du Monde existe de football à la vivre l'été. C'est ça aussi. Mais non, mais c'est très important. C'est très important. Or là, on est dans un espèce de truc pré-Noël où on pense plutôt aux fêtes de Noël ou aux fêtes religieuses pour ceux qui les acceptent. Et on a en même temps une Coupe du Monde dont on se dit, mais en fait, c'est une Coupe du Monde de quoi, au fait ? Vous voyez, c'est aussi la période qui est très déstabilisante psychologiquement pour les gens parce qu'on n'a pas la même disposition. Moi, je crois beaucoup à l'ADN mémoriel, si vous voulez. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on aime écouter Beethoven ou Mozart ? Parce qu'on a l'impression que ça fait partie du bagage mémoriel de notre ADN depuis
depuis la nuit des temps, depuis des générations. Et bien de la même manière, je pense que dans notre ADN mémoriel, on a une espèce de truc dans la Coupe du Monde. Moi, je me souviens d'un Brésil-Italie en finale où le Brésil gagne 4-1. Ça parle, vous voyez, ça remonte. parle à tout le monde. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. 70, donc j'avais 9 ans. Bon, j'avais 9 ans, mais je m'en souviens. Donc vous voyez, on a accumulé ça. Et là, tout d'un coup, on se dit, on est en novembre, il y a eu la Toussaint, et donc tu me dis qu'il y a une Coupe du Monde de foot. Non, mais t'as trop bu, là, c'est pas possible. Vous voyez. Et cette période-là fait qu'on est un peu... Mais pas que. Mais pas que. Mais je rejoins au moins là-dessus. Et moi, ce que je dis simplement, c'est d'autres tirer des leçons. Alex Darmon, oui, tirer des leçons, mais visiblement, on n'en tire pas quand on voit que l'Arabie Saoudite va organiser les Jeux d'hiver. Exactement. Et puis, là, vous savez, le football, c'est un sport international. Il y a eu la Coupe du Monde 2002 en Asie, on aura d'autres en Asie, j'en suis sûr. Un jour, l'Australie, j'en suis certain, pareil, accueillera la Coupe du Monde de football. Et ces pays peuvent l'accueillir aussi si on les aide, s'ils sont développés pour accueillir la Coupe du Monde de football. C'est un événement international. Combien d'habitants au Qatar ? Est-ce que quelqu'un a regardé combien il y avait d'habitants au Qatar? Oui, 3 millions, dont 450 000 réels qatariens. Voilà, comme exactement. On dit. Le restant, ce sont des gens qui travaillent sur place. Là-bas. Des Tunisiens, des Marocains, des Népalais, voilà, qui travaillent à l'année. C'est un jeune pays. Non, Clément, il s'en fout. Non, mais en fait, ce sujet, c'est exactement un peu tout ça. En fait, on en parle depuis 3 semaines, tout le monde s'insurge, c'est quand même d'une hypocrisie énorme, parce que on continue quand même à faire des affaires avec eux, et puis c'était il y a 12 ans. Donc bon, je pense pas que on refasse le monde aujourd'hui en disant tout ce qu'on dit, mais voilà, le sujet qui avait été dit tout à l'heure par Alex, c'est apprenons de nos erreurs. Visiblement, on le fait pas avec les jeux d'hiver d'Asie, et puis il y en aura plein d'autres. C'est pas une question de juste l'Europe ou l'Amérique, l'Argentine. Je pense qu'on peut juste être un peu qui va construire les pistes de ski, de bobsleigh et se dire Arabie Saoudite sont les mêmes. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'en construire en Autriche, il y en a déjà. Donc là, vous avez un business tout simple. Mais je sais pas, c'est ce que je vous dis. Au moment où la COP27 se termine, c'est hallucinant. Voilà, c'est tout. Allez, 9h45, pause pub et on se retrouve dans un instant. Oh là là, Frédéric, il en peut plus. Frédéric, c'est pas mis il me trouve excessif. Il va me dire tout ce qui est excessif est insignifiant. Non, vous voulez rajouter quelque chose? Non, passons à la pub. Passons à la pub. Allez, à tout de suite. Ah oui, toi, t'es forcément... 9h-10h, Valérie Expert. Bon, pour l'instant, il va peut-être falloir changer de titre, parce que mettez-vous d'accord, ça marche pas. Mettez-vous d'accord. On essaye. Eric Revel n'est pas invité. Voilà. C'est bien, ça met un peu de... Non, mais c'est très bien. Ça met un petit peu de... Frédéric Dabi me censure, mais j'ai l'habitude. Mais pas du tout, pas du tout. J'ai l'habitude. Frédéric nous donnait cette information média, il va bientôt remplacer Gigansman. 5 millions de téléspectateurs sur TF1 pour la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est plus qu'en 2018, mais le fait que ce soit passé un dimanche après-midi doit être... Mais ça prouve que les sondages sont faux. Mais c'est pas une question de sondage. Si, parce que les gens disent on va boycotter. Ils n'ont pas boycotté. Boycotter, c'était la question du principe du boycott par l'équipe de France. C'est pas le fait de suivre les matchs. Et c'est vrai que dans le sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio, le niveau d'intention de suivre les matchs n'était pas si faible que ça. Maintenant, on n'en est qu'à un jour de compétition. Il faut peut-être voir un peu. Voilà, et je pense que tout va être très fortement indexé sur l'équipe de France. Si c'est un parcours à la 2002 ou à la 2010, à mon avis, ça va bien refroidir, puisqu'on parle de climatisation, tout le monde. Oui. Convaincre sans se renier, c'était ce matin dans le Figaro à propos des LR. Je crois que... Alors, Clément, vous êtes à fond. Vous sur les LR, c'est une belle donc, période. Donc ce soir, grand débat sur LCI entre les 3 candidats, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié et Éric Ciotti. Exactement. Les jeux sont faits. Alors, les jeux sont faits, on n'en sait rien, et c'est ce que disait Frédéric Dabi tout à l'heure. Il n'y a pas encore il n'y aura pas de sondage interne, puisque c'est une élection interne. Pas de sondage, pardon, parce que pas de fichier. Pas de fichier, etc. Voilà. Donc, on n'a pas. Après... les analystes disent que ce serait plutôt Éric Ciotti qui pourrait l'emporter. Il y a 3 candidats. Éric Ciotti, Retailleau, qui lui est président du groupe LR au Sénat pour nos auditeurs, qui lui a une position intermédiaire entre Aurélien Pradié, qui est un peu l'outsider, le jeune député LR qui a émergé depuis 2017 et qui est secrétaire général des LR. Et puis Éric Ciotti, qui est beaucoup plus à droite que Aurélien Pradié et que moi, évidemment, mais plutôt du côté d'Éric. Et donc il y a ce triumvirat qui essaye de se démarquer. En réalité, ça intéresse pas beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est sur le long terme, parce que si c'est Éric Ciotti
qui remporte les LR. Ça veut dire que c'est une ligne très droitière qui s'empare des LR, et donc il y a une partie des LR qui ne vont pas se sentir reconnus, notamment chez les députés. Et il y a une scission qui commence déjà à apparaître. Hier, dans le JDD, 200 députés, 200 élus de terrain LR qui ont dit que justement ils s'engageaient pour Aurélien Pradié pour une ligne plus tempérée. Et si Éric Ciotti l'emporte, notamment une partie des députés LR, une dizaine, une quinzaine, qui sont plus proches de l'aile macroniste, se déporteraient sur celle-là, plutôt chez Horizon par exemple. Et donc ça renforcerait potentiellement la position du président à l'Assemblée nationale. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant à suivre, notamment pour la majorité présidentielle. Oui, je pense complètement ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il y a une tectonique des plaques qui fait que cette élection interne aura des conséquences peut-être sur le rapport de force à l'Assemblée et le rapport de force électoral national, parce que maintenant, il y a un vrai paradoxe. D'un côté, la droite a, on va dire, gagné sur beaucoup de sujets. Quand on interroge les Français, jamais autant sont déclarés de droite, etc. Mais maintenant, pour paraphraser Jarry dans Ubu-Roi, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. Ça se passe à droite, ça se passe où? Ça se passe nulle part et ça se passe partout. Dans le sens où, quand on regarde, ne serait-ce que nos enquêtes, passe partout, il fallait peut-être pas la faire. Notre enquête, cela se passe dans beaucoup d'endroits du champ politique. Quand on regarde notre dernière enquête, on a refait le match de la présidentielle, qui est un exercice de style, sur 100 sympathisants LR. Ce ne sont pas des adhérents, des sympathisants. 36 à 38% choisiraient Emmanuel Macron, 25% Marine Le Pen. Il y a ce LR canal historique, et LR plus que jamais a un problème d'espace, de positionnement dans le champ politique. Si Éric Ciotti l'emporte, pas de sondage, bien sûr, aucun sondage. Il y a eu des polémiques entre les équipes Ciotti et Retailleau sur des consultations, mais Éric Ciotti peut être vu comme le favori, comme il a très bien figuré lors de la dernière consultation des adhérents LR, avant, pour désigner le candidat, et en l'occurrence la candidate à la présidentielle. Et c'est vrai qu'une victoire d'Éric Ciotti modifierait la donne sur différents équilibres à l'Assemblée nationale, et même dans la perspective de la présidentielle, puisque Éric Ciotti a dit que dès 2023-2024, il mettrait en orbite Laurent Wauquiez. Juste une chose, pas de sondage, c'est vrai, pas de sondage, mais moi je peux vous dire, pour avoir parlé avec les équipes, certaines personnes chez les équipes LR, qu'il y a eu beaucoup d'adhésions, beaucoup plus d'adhésions qu'habituellement, et que ces adhésions ont monté. Mais où est-ce qu'elles ont monté? Il faut regarder où est-ce qu'elles ont monté. Dans le sud. Surtout dans le sud, et surtout en Île-de-France. Donc ils ne savent pas analyser pourquoi en Île-de-France ça a monté et pour qui ça va jouer. En tout cas dans le sud, ils sont quand même capables de se dire que c'est Ciotti qui devrait normalement en profiter. C'est peut-être un effet des deux plus grosses fédérations où pour un scrutin interne on va voter plus. Mais c'est voilà, ça se tient. En tout cas, il monte aujourd'hui à 91 000 adhérents ce matin à l'heure où on se parle, ce qui est beaucoup pour une élection interne. Donc 91 000 personnes qui vont être appelées à voter. Est-ce que les 91 000 vont y aller? Sans doute pas. En tout cas, c'est important pour eux. Et l'autre chose qui est intéressante dans cette campagne, c'est que effectivement, vous l'avez dit, Frédéric, c'est quand même la campagne de Laurent Wauquiez. Et c'est plutôt un référendum pour ou contre Laurent Wauquiez, puisqu'Éric Ciotti s'est clairement positionné en faveur de Laurent Wauquiez pour le mettre en orbite. C'est une rampe de lancement pour lui dès 2023 pour la préparation de l'élection présidentielle. Après, vous avez l'outsider, Aurélien Pradié, qui lui est plutôt de gauche, et Éric, vraiment, et c'est comme ça qu'il est présenté au sein des LR. C'est le candidat qui est un peu mesuré. Et il y en a même un interne chez LR qui disent que c'est le Macron des LR, qu'il n'a aucune différence avec les autres. Il va gagner alors. A priori non. Non. Donc c'est pas le Macron des LR. Non, mais c'est le Macron sur le positionnement politique. Eric, moi je partage l'analyse. Souvent les gens de gauche font très bonnes analyses sur ce qui se passe à droite. 9h55. Ma mère va être heureuse de savoir. Il faut se méfier des interprétations quand même. Je vais vous dire, je connais assez bien les Alpes-Maritimes puisque j'ai vécu 3 ans à Nice. Bon, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, vous avez des barons, dans le Var aussi et dans les Bouches-du-Rhône aussi, mais je vais parler juste des Alpes-Maritimes, vous avez des barons bien installés. Vous avez Christian Estrosi à Nice, vous avez David Lisnard, qui est aussi le patron de l'AMF, l'Association des maires de France, à Cannes, vous avez Jean Leonetti à Antibes, vous avez des gens qui incarnent des choses. Alors Jean Leonetti, il est plus centriste, Christian Estrosi, il est un peu partout et il regarde l'horizon s'éloigner devant lui, bon, vous voyez. Bon, et puis... il est sur l'horizon. Voilà, il est sur l'horizon, c'est pour ça que je faisais un petit jeu de mots qui ne vous a pas échappé. Et donc, Éric Ciotti, il incarne la droite dure. Sa permanence au Port Olympia, vous la voyez quand vous quittez le tramway, elle est en face, c'est grand, c'est beau, c'est comment. Mais attention, le fait que vous ayez beaucoup plus d'adhérents qui s'inscrivent dans les Alpes-Maritimes,
attention à ne pas vous laisser piéger, jeunes gens qui n'avaient pas encore la mémoire des anciens et des vieilles troupes. Rien ne peut, vous pouvez pas exclure le fait que les opposants de Ciotti, notamment autour de Christian Estrosi, adhère massivement au LR pour faire perdre Éric Ciotti, qui, s'il était élu, deviendrait un vrai problème politique pour Christian Estrosi à Nice. Donc, si vous voulez, vous connaissez ça, même si vous êtes un petit peu plus jeune, vous connaissez ça aussi bien que moi. C'est-à-dire que vous dites, oui, bon, les Alpes-Maritimes, c'est plus une fédé importante à droite. Oui, c'est vrai. Mais, vous savez, je vous rappelle que dans le bras de fer qui avait opposé François Fillon à Copé, il y a 10 ans. Il y a à la présidence de l'UMP, c'est pas Copé qui avait pourtant donné tous les gages à la droite de la droite qui était arrivé justement en tête dans les Alpes-Maritimes. C'était Fillon, curieusement, vous voyez. Donc il faut se méfier à la fois des votes en interne. Vous voyez ce que je veux dire? Ségolène Royal s'en souvient pour le Parti Socialiste. Et il faut se méfier aussi des adhésions dont on pourrait penser. Dans 1 minute. Et oui. Ah, on verra. On verra. Et le débat, vous pensez qu'il va être intéressant, Éric, vous qui avez été patron d'LCI alors, au tempora, au mores, mais est-ce que vous vous passionnez, vous, pour la présidence de LR? Non. Ou, enfin, moi, je vais indépendamment des points de business. Oui, vous allez commencer. Surtout, vous allez commenter. Oui, on va faire un before avec notre ami Arlette Chabot avant 20h30. Très bien. Et c'est vrai que ça risque d'être très policé. Ils vont pas s'attaquer entre eux. Toujours, oui. Mais d'ailleurs, on se souvient que les débats entre les prétendants à la présidentielle avaient été extrêmement policés chez LR. Alors, je vais vous donner une petite info. Ciotti avait quand même percé. Je vais vous donner une petite info interne qu'il faudra vérifier. En fait, il y avait plusieurs chaînes d'infos qui étaient concurrentes pour organiser quand même ce débat. Bon, voilà, c'est quand même les LR, c'est quand même encore un groupe jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, là, c'est toute la puissance de TF1 qui joue, c'est qu'en fait, on a promis aux vainqueurs le 20h. Le 20h. Bravo. Bonne info, Éric. Vérifier, bonne info. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On s'est quand même mis d'accord. Vous reviendrez. On s'est mis d'accord finalement. Parce que lundi, c'est je suis un peu tonique. Voilà, très bien. Plutôt en fin de semaine, à mon âge. Allez, dans un instant, on va recevoir Bernard Lecoq pour une fiction ce soir sur France 2. France Télévisions qui met les Outre-mer à l'honneur cette semaine. À tout de suite.